Donc, je disais que Firestore utilise le principe du NoSQL database, c'est-à-dire que c'est une base de données qui ne respecte pas le principe des relations, comme vous avez vu dans le cas de MySQL et puis Oracle, si vous voyez Oracle, ainsi de suite. Donc, la définition du NoSQL, vous pouvez le trouver dans le site de MongoDB. MongoDB, c'est également une base de données non-SQL. Donc, NoSQL signifie Not Only SQL, non-tabular, and store data differently than relational tables. Donc, il sauvegarde les données de façon différente. NoSQL database come in a variety of types based on their data model. The main types are document key value. Donc, le type, c'est document key value, c'est-à-dire que vous précisez la clé et vous précisez le document. Wide column and graph. They provide flexible schemas and scale easily. Okay, c'est ça qui est important. With large amount of data and high user load. Si les sites web comme Google et puis, disons, Facebook, Twitter, s'ils font uniquement des bases de données relationnelles, ça veut dire que leur schéma ne va pas évoluer de façon, c'est-à-dire en termes de requêtes. Imaginez que vous souhaitez, vous recherchez une information dans une table qui a 1 milliard d'entrées, tout ça, parce que pratiquement Facebook compte dans les 2 à 3 milliards de personnes qui sont actives à un instant donné. Donc, avec ce nombre de personnes en ligne, et imaginez tous ces commentaires-là, si les requêtes étaient faites avec des jointures, j'ai peut-être un utilisateur qui se connecte et je souhaite retrouver ses commentaires. Donc, si on faisait une jointure traditionnelle, genre select user, et on fait inner join comment, et on dit où le commentaire est égal à l'ID de l'utilisateur. Et on devait rechercher les commentaires dans ces milliards de commentaires qu'il y a sur Facebook. Et là, vous comprenez rapidement qu'on est arrivé dans une situation où, quelle que soit la capacité de votre data center, vous ne serez pas en mesure de répondre à de telles requêtes de façon très rapide. Donc, quand on arrive à une situation où on a de très grandes quantités de données, les bases de données relationnelles deviennent très vite obsolètes et ces bases de données ne sont pas adaptées à de telles situations. Donc, l'approche dans ces grandes sociétés, c'est d'aller dans du NoSQL. C'est-à-dire que vous avez une base de données qui stocke les informations différemment, pas en des tables. Donc, on ne migre pas les clés comme on le fait. Si vous avez une information qui ne change pas au cours du temps, il est conseillé de juste dupliquer cette information-là dans la table en question. Okay. Par exemple, j'ai la liste des locations. Okay. J'ai la liste des locations, ainsi de suite. Je sais que si vous prenez par exemple Yaoundé, je sais que Yaoundé est au centre. Ou bien si je prends un quartier Simbok, je sais que Simbok est peut-être à Yaoundé. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une table qui stocke, par exemple, les quartiers, ainsi de suite, et une autre table qui stocke les villes, et ensuite migrer l'ID de la ville dans la liste des quartiers, par exemple. Ça, c'est ce qu'on aurait fait dans le principe des bases de données relationnelles. J'espère que vous m'entendez, OK? Donc, dans le principe des bases de données relationnelles, on aurait migré l'ID de la ville vers la liste des quartiers. Et ensuite, si je veux connaître quelle est la ville, dans quelle ville se trouve tel quartier, je vais faire une jointure avec la table qui contient les villes. Ça, c'est dans le relationnel. Mais dans les bases de données NoSQL, et puis pour le cas de Firebase, vous devez repenser
la façon dont vous faites vos schémas. Donc, je vais déplacer automatiquement les informations de la ville dans les quartiers. Parce que de toute façon, on ne va pas se réveiller un beau jour pour dire que tel quartier n'existe plus dans telle ville. Donc, c'est très, très rare. Donc, des informations qui ne changent pas au cours du temps, qui sont statiques, vous les mettez ensemble pour éviter les jointures au maximum. Donc, c'était une présentation très brève de ce que c'est que le NoSQL. Vous pourrez davantage chercher des informations sur ce NoSQL-là. C'est juste des bases de données qui ne respectent pas le principe des bases de données relationnelles. Et dans ces bases de données, la redondance des données est autorisée. Je ne sais pas si quand vous avez fait BD1, on vous a parlé de la normalisation. Je suppose qu'on vous a parlé de la normalisation. Okay? La forme normale, 1, la forme normale 2, la forme normale 3, la forme Boyce and Code. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces formes normales. Ces formes normales ont été éditées dans le but d'éviter la redondance des données. Donc, quelqu'un qui quitte du monde relationnel vers les bases de données NoSQL va rencontrer ces difficultés où la redondance des données est en fait autorisée. C'est même encouragé de dupliquer les données. Or, si vous êtes dans la base de données relationnelle, on vous décourage de dupliquer les informations, mais plutôt de faire la migration des clés. Donc, prenez ça en compte. Si vous décidez un jour d'utiliser Firebase, vous devez éviter cette jointure-là. Et autre chose, c'est que puisque vous payez en fonction des requêtes que vous exécutez, je vous ai montré tout à l'heure qu'on prend le nombre de lectures que vous devez faire par jour et le nombre d'écritures que vous devez faire par jour. Alors, si vous avez fait des jointures, c'est-à-dire que pour sélectionner juste un quartier, je dois lire la table qui contient la liste des quartiers et je dois également lire la table qui contient, par exemple, la ville et je dois lire la table qui contient les informations du pays. Vous vous retrouvez à faire 3 requêtes pour une seule information. OK? Et du coup, on va vous charger pour 3 requêtes. On ne va pas vous demander de payer pour une requête. Quand même vous avez fait select from quartier, join ville, join pays. Firebase va considérer ça comme étant 3 requêtes parce que vous interrogez 3 tables. Donc, si vous faites cette approche relationnelle, vous allez payer plus. Okay? Or, si je mettais le nom du pays dans la même table que le quartier et je mettais les informations de la ville dans la même table que le quartier, je n'aurais pas besoin d'aller chercher dans cette table les informations que je souhaite, mais je vais exécuter une seule requête qui ne concernera que la table quartier. Donc, c'est aussi l'avantage que vous avez quand vous optez pour la duplication des données. Okay? Ça vous évite de payer très cher à la fin du mois. Vous pouvez toujours rester dans la tranche de 50 000 opérations par jour. Okay? Parce que vous n'allez pas débuter un business et on vous demande de payer très cher, tout simplement parce que vous n'avez pas respecté l'approche des bases de données non relationnelles, comme le cas de NoSQL. Donc, ça c'est pour les bases de données. Il y a le stockage. Le stockage également, c'est un peu comme si c'est votre dossier où vous devez juste préciser dans tel dossier, je souhaite mettre tel fichier, voici où on peut télécharger des fichiers exemples. Mais il y a un code que vous pouvez écrire. Lorsque vous appelez ce code, il va télécharger votre fichier dans cet emplacement-là. Okay? Donc, les instructions, la documentation est assez explicite.
C'est pourquoi ça va donc dépendre de vous si vous souhaitez Android ou bien comment est-ce que je peux uploader un fichier à partir de mon application Android. Je peux uploader un fichier à partir d'une application, disons, d'une application C++, donc il supporte C++, et puis Unity, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour storage, c'est vraiment du stockage là. Et dans Usage, vous pouvez savoir, vous pouvez avoir une idée sur le nombre de quotas qu'il vous accorde. Actuellement, je suis qu'à 38 et puis le nombre d'objets. Usage and billing, je ne sais pas si vous regardez là. Il vous précise. OK. Donc, pour le stockage, ici, Cloud Stockage, vous avez jusqu'à 5 gigas. Okay? Donc, vous pouvez stocker des données jusqu'à 5 gigas. Sera gratuit. Pour l'écriture, nous avons déjà dit. Pour l'authentification, okay, en fait, c'est 10 000 messages par mois. Donc, vous pouvez envoyer les messages d'authentification. Il sera 10 000 par mois. 10 000 par mois. Pour le stockage, lorsque vous allez déborder 5 gigas de stockage, on va vous demander de payer le surplus. Pour le hosting, vous avez les fonctions. Les fonctions, c'est du Node.js. C'est un peu comme du JavaScript, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'exécuter des fonctions spécifiques, par exemple, lorsque l'utilisateur soumet peut-être un produit, est-ce qu'il y a du code à exécuter? Si vous avez du code à exécuter, vous les placez dans des fonctions. Donc, c'est un peu comme des fonctions qui se déclenchent lorsqu'une opération se produit, par exemple, dans la BD. Je ne sais pas si vous avez fait les triggers, peut-être vous allez faire ça en BD2. Comme c'est Dr. Bondé qui vous donne ça, vous allez aborder sûrement le concept de trigger. Trigger, c'est un peu des fonctions qui se déclenchent lorsqu'une opération se produit dans la BD. Ça peut être une opération d'insertion, une opération de suppression, une opération quelconque. Donc, avec les fonctions, vous pouvez exécuter du code qui se produit, par exemple, lorsqu'une action affecte la BD. Ça peut être les opérations de création. Par exemple, si l'utilisateur insère un produit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être envoyer des notifications à ceux qui ont souscrit à ce vendeur. Je prends l'exemple d'applications que vous avez testées. Donc, par exemple, autre truc, c'est vous avez peut-être intégré un chat. Lorsque quelqu'un envoie peut-être un chat, je peux envoyer une notification, ainsi de suite. Donc, ce sont des fonctions qu'on exécute. C'est du Node.js. J'ai des exemples du code Node.js ici. C'est pratiquement du JavaScript. Donc, c'est du JavaScript avec des modules là que vous pouvez juste importer. OK? Je crois que c'est ça, c'est du code Node.js. C'est du JavaScript. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de choses là. Je pense que vous aurez le temps d'apprendre tous ces langages de programmation. Donc, ce que je veux vous dire, c'est pour une application qui fonctionne vraiment, un seul langage de programmation n'est pas du tout possible. Donc, vous allez avoir plusieurs langages en fonction de ce que vous souhaitez faire. J'ai des fonctions là, par exemple, la fonction qui envoie automatiquement une notification lorsque un produit est inséré dans la BD. Okay? Donc, ça, c'est du simple code. Avec du JavaScript, c'est beaucoup plus du Java ES6, OK? Du Java ES6, là, je peux vous montrer. Voilà. Donc,
IS6 ajoute plusieurs fonctionnalités dans JavaScript. Je crois qu'il y a un cours qui vous présente le JavaScript où il vous donne la possibilité. Je crois peut-être le cours de site web, sinon le cours de première année présente du JavaScript. Donc, si vous partez en ligne et vous recherchez les modifications du IS6, c'est-à-dire qu'il introduit plusieurs autres concepts comme le let, le const, la déclaration des classes. Vous pouvez avoir des classes en JavaScript. Au départ, on n'avait que des fonctions. Mais bon, vous allez comprendre que les classes que IS6 introduit ne sont autre chose que des fonctions. C'est juste une façon de déclarer les fonctions. Mais au moins, vous avez là la possibilité de déclarer vos propres classes, un peu comme en Java. Vous avez la possibilité de déclarer vos constructeurs, des méthodes statiques, et ainsi de suite, les types de variables, ce qu'on ne faisait pas quand on écrivait du JavaScript à une époque. Donc, en 2015, okay, c'est la sortie de... Avec IS 2015, donc c'est la version 6, on a la possibilité d'avoir des classes et des méthodes. Donc, c'est la syntaxe là que vous allez utiliser lorsque vous voulez faire des fonctions. Okay. Lorsque vous voulez faire des fonctions. Et la dernière option, c'est en fait de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous souhaitez intégrer de l'intelligence artificielle dans votre application, vous avez le ML-Kit. ML signifie Machine Learning. Donc, avec ça, vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre téléphone. Par exemple, dès que la personne choisit une image, vous voulez automatiquement reconnaître si cette image est une image d'une voiture ou bien reconnaître le type du produit automatiquement. Et dans ce cas, vous intégrez de l'intelligence artificielle dans votre... pour le moment, l'application que vous avez testée n'a pas de l'intelligence artificielle intégrée. Mais plus tard, il sera très facile d'ajouter cette intelligence parce que Firebase vous donne cette possibilité. Crashlytics, c'est lorsque vous voulez faire de la gestion des erreurs. Par exemple, quelqu'un teste votre produit et puis une erreur se produit. La personne teste votre application. Lorsque votre application crash, vous êtes automatiquement notifié par email et les informations du crash sont reportées dans votre Firebase. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de crash, juste 2 crashs qui sont de type non fatal. Ça veut dire que ça n'a pas arrêté l'application. Et puis, c'était Java Lang Exception. Donc, sûrement dû à un téléchargement là. Et le type de téléphone utilisé, c'est de type Techno, Mobile et puis Huawei. Donc, ceux qui utilisent Techno, Mobile ont cette erreur-là. Et si vous voyez, il vous donne quelques détails sur l'erreur qui s'est produite, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous dire que avec Firebase, vous avez tout ça gratuitement pour débuter votre programmation mobile. D'accord? Avec ça, je peux faire la suivi des erreurs. S'il y a une erreur sur le téléphone d'une personne, j'ai les informations concernant. Ici, il est même possible de retrouver sur quelle ligne de code. C'est juste que dans cet exemple-là, par exemple, je vais peut-être tester celui-là. Je crois que pour ce code, je n'ai pas beaucoup d'erreurs, donc vous ne pouvez pas tellement... ça aussi, il n'y a pas d'erreur, sauf si... OK.
OK. Je vais juste vous montrer un exemple où à partir du code, vous avez accès à... OK. Donc, ça ressemble exactement à l'erreur que vous aurez eue si vous étiez en train de tester ça sur votre machine. Donc, avec cette erreur, en tant que programmeur, vous pouvez déjà comprendre où se trouve le problème. Okay. Donc, ça, c'est une erreur. C'est aussi simple que ça. Il y a également les performances. La partie performance vous donne en fait une idée sur la performance de votre application. Et si tout va bien, à partir de là, vous pouvez identifier où se trouve le problème dans votre application, le temps de démarrage de votre application. Est-ce que votre application consomme beaucoup de connexions Internet, et ainsi de suite. Dans le reste des fonctionnalités que Firebase vous allez les obtenir en ligne, mais le lien en question, c'est console.firebase.google.com. Sinon, vous tapez en ligne Firebase et il va vous donner accès à cela. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'utiliser votre Gmail pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. OK. Cloud messaging, c'est lorsque je souhaite envoyer les messages de notification. Okay. Dans les téléphones, vous voyez que vous pouvez envoyer des notifications. Et c'est gratuit. L'envoi des notifications est complètement gratuit avec Firebase. On ne vous demande pas de payer pour cela. Donc, vous avez la possibilité de tester en créant des téléphones virtuels. Ici, je crois que le nombre de téléphones virtuels que vous pouvez créer est limité. D'accord, donc... là, j'ai créé plusieurs types de téléphones et puis j'ai créé des Huawei, des HTC, des LG. Ça, c'est un téléphone LG, un Home Plus. Donc, quand vous avez plusieurs téléphones comme ça, vous cliquez automatiquement, les tests se produisent si c'était des devices réels. Donc, ce sont les avantages d'utiliser Firebase. Dans le cadre de ce code, nous allons d'abord faire un premier exemple où nous allons avoir une base de données qui est constituée juste d'une liste de produits. Okay. Ensuite, cette liste de produits-là, nous allons la déplacer dans Firebase, la rendre distante pour que plusieurs clés puissent synchroniser la BD distante. Et quelque chose que j'ai dit la fois dernière, c'est que si vous utilisez Firebase, ce qu'il fait, il va automatiquement créer une base de données locale. Donc, ça veut dire qu'il va avoir du SQLite localement dans votre téléphone, de telle sorte que lors de la première requête, il va télécharger les données sur votre téléphone. Et lorsque vous exécutez, par exemple, la même requête, il ne va plus aller en ligne pour rechercher, mais il exécute ça dans la BD locale. Okay? Donc, c'est l'avantage que vous avez, c'est que chaque fois, il n'ira pas en ligne chercher. C'est lorsque la base de données distante, par exemple, est modifiée, lorsque la base de données distante est modifiée, alors il synchronise la BD locale avec la BD distante. Donc, son autre avantage, c'est que la synchronisation est automatique et puis les instructions que vous aurez réalisées de façon manuelle, comme cet exemple-là, sont automatiquement faites lorsque vous exécutez les requêtes sur votre base de données. Donc, si vous n'avez pas une question sur ce type de base de données, je vais donc ajouter une classe ici qu'on va appeler la classe produit. Cette classe produit va juste avoir la liste de produits de façon statique et ensuite nous allons exporter cela. OK. Donc,
s'il y a des questions, vous allez vous les poser. Sinon, le premier exemple va consister à avoir une base de données localement qui est constituée de listes de produits, tout simplement. J'espère que vous m'entendez. Can you host both an app or website? Yes. Dans ce demande, s'il est possible d'héberger votre application et votre website dans la même plateforme, oui. Je vais vous montrer ça ici. Dans le cas de hosting, le hosting va stocker votre site web. Et je vais vous montrer l'adresse de l'application que nous sommes actuellement en train de réaliser. Donc, par défaut, quand vous créez votre compte, il vous donne automatiquement une adresse que vous pouvez utiliser. L'adresse, c'est souvent le nom de votre application .web.app. Donc, par défaut, lorsque vous créez, quand je pars dans console et je crée, quand je décide de créer, par exemple, un nouveau projet, je dois donner le nom au projet. Donc, quand vous donnez le nom de votre projet, automatiquement, il vous crée un site web dont l'adresse est le nom de votre projet .web.app. La deuxième adresse, c'est le nom de votre projet .firebaseapp.com. Vous voyez que c'est de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de créer un domaine ou bien d'avoir... Monsieur, ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de host les pages statiques, dynamiques pardon, sur Firebase? Parce que j'ai vu sur Internet, ils disent que ce n'est possible qu'avec les pages statiques. C'est possible de sauvegarder les pages web dynamiques sur Firebase, mais le langage qui est supporté, c'est Node.js. C'est un peu ça l'inconvénient. Je peux dire l'inconvénient. C'est-à-dire que ta page dynamique doit contenir du Node.js. Ce n'est pas juste Je vous aurais montré cette page que je suis actuellement en train de faire, mais c'est juste que le site web contient actuellement une erreur. Donc, du coup, ça ne va pas charger comme je le veux. Le site web a une erreur là. C'est hébergé par Firebase. Actuellement, c'est React. OK, donc je crois que si vous montrez là, c'est une page web qui est dynamique, mais j'ai cette erreur là qu'il faut que je règle. Sinon, le site web est en train de charger. Et ce site web, il est dynamique. Actuellement, il lit plutôt les données qui sont stockées dans Firebase. Je ne sais pas là où tu as lu que ce n'est que des pages web statiques. Il est possible de faire des pages web dynamiques, mais le langage supporté, c'est du JavaScript. C'est-à-dire quoi? Le JavaScript est un langage dynamique côté client, mais il est rendu dynamique côté serveur grâce à Node.js. Okay? Donc, Firebase Hosting, le langage que vous devez utiliser pour faire des requêtes, ainsi de suite, c'est Node.js. OK. Voilà, donc avec Node.js, il est possible de... Je ne sais pas si... C'est vraiment du JavaScript. Hein. Je crois que je vous ai montré quelques lignes du code du Node.js là, tout à l'heure. Ouais, en fait, ça c'est console. Vous savez, console, c'est du code de JavaScript. Par exemple, si j'ai besoin d'exécuter une requête, ouais, ici c'est une requête qui sélectionne dans la table catégorie où le parent c'est là et je fais un order by. Ouais, ce sont les requêtes que vous exécutez dans les bases de données comme d'habitude. Et puis, le map, ce sont des instructions JavaScript. OK? Ici, c'est const
Ça, c'est pour créer une variable. Ça, c'est pour créer une constante. Quand vous avez un tableau, vous faites des push. Donc, il est possible de créer des pages web dynamiques. Maintenant, sauf que le langage que vous devez utiliser, c'est le Node.js. Donc, côté serveur, vous utilisez Node.js. Côté client, vous pouvez écrire votre code HTML et tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Puisque si vous voyez ici, là, vous avez votre code HTML. Un peu. Tandis que le code côté serveur, par exemple, est réalisé grâce à du JavaScript, à du Node.js. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, monsieur, ça va, c'est bon. Parce que, bon, quand j'ai même Google, ça me disait PHP. C'est plus sur PHP que j'ai Google. Non, PHP, il ne supporte pas PHP. Supporte pas PHP, là. C'est du Node.js. Je crois que, bon, on va... Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez un autre site qui plutôt exécute du PHP, bon, ça devient la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre code JavaScript qui appelle, par exemple, une API qui est écrite en PHP. Mais cette API doit être peut-être dans un autre hébergeur, ainsi de suite. Mais j'espère qu'à l'avenir, ils vont essayer de supporter plus de langages de programmation. Ce qui concerne je vais voir un peu là. Aussi, OK. Mais si votre page est statique, vous pouvez héberger. Si vous hébergez de façon statique, il va marcher. Ah ouais, je crois que ça va être ceci, TP Mobile 1. Et puis, je vais juste créer le projet là, Enable Crash. L'account, ça va être cet account là, Automatic Create a New Property, Create a Project. Je vais juste créer le projet là. OK, en attendant, dans notre code, puisque ceci va stocker la liste des produits, on peut ajouter une classe qui représente, par exemple, le produit. Ça veut dire que le modèle, vous devez avoir un modèle là, on va dire que c'est la classe produit. Et cette classe produit est faite d'une chaîne de caractères qui est l'ID du produit. Final, c'est aussi final comme en JavaScript. Donc, ça, c'est en fait du Dart que je suis en train d'écrire, mais c'est similaire au JavaScript. Donc, ça sont les informations concernant un produit. Je veux également stocker l'image. OK. Je veux l'image. Et puis, ouais, je vais m'arrêter là. Donc, je vais créer un constructeur. Le constructeur, c'est aussi comme en Java, ce que vous avez fait en Java. Qui peut faire... OK, je vais plutôt vous présenter. Vous pouvez faire comme ça. Les règles qui soulignent, c'est dû au fait que j'ai dit que ça c'est final, mais je ne les ai pas encore initialisés
dans le constructeur. Okay? Donc, ça, c'est Dart et il est similaire à la programmation, par exemple, la programmation Java que vous avez fait. Donc, ce que je dis, je peux faire ceci. En fait, le fait que j'ai défini ça final, c'est-à-dire que je dois écrire un constructeur qui initialise les variables de type final. Donc, quand nous sommes sur Dart, au lieu de créer le constructeur et ensuite affecter les variables, je peux directement, dans mon constructeur, les initialiser en faisant 10.title, ainsi de suite. Donc, je peux utiliser ça. Okay. Donc, si je fais 10.title, ça veut dire que quand l'utilisateur va initialiser le produit, le champ, la variable qui va s'appeler title sera affectée à title, ainsi de suite. Donc, on peut initialiser ça directement à l'intérieur du constructeur de cette façon-là. C'est juste... donc, la variable qui va s'appeler description va être affectée à description. La variable qui va s'appeler price va être affectée à price. La variable qui va s'appeler image va être affectée à image.